Bonjour et bienvenue pour ce webinaire Social Builder, un atelier upskilling sur le thématique Découvrir Airtable. Nous sommes en présence de Quentin Berthelot, qui est formateur code et no-code pour d'autres formations également pour Social Builder, mais qui nous présentera donc l'outil aujourd'hui. Social Builder, si vous ne connaissez pas, est une association qui promeut la mixité dans le numérique à travers notamment nos webinaires, mais également pas mal de formations que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Sans plus tarder, je te donne la parole, Quentin, et merci d'être parmi nous. Merci à vous de m'avoir convié à ce webinaire et à cet atelier upskilling. Et donc, voilà, bienvenue à toutes sur ce petit atelier. Donc, comme le disait Giovanna, on va avoir une première partie un petit peu théorique pour poser un peu les bases de ce qu'est cet outil, dans un contexte un peu plus large de base de données, puis ensuite aller dans une démonstration. On va construire ensemble un petit quelque chose qui, je l'espère, sera utile à la fois pour vos usages, mais aussi pour vous montrer ce qu'on peut faire avec cet outil-là. J'en profite donc moi aussi pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Bonjour à toutes, bonjour à Marie Potier, de Social Builder également, qui avait annoncé sa présence. Avec plaisir, je la retrouve. N'hésitez pas à utiliser le chat sur le côté avec le petit discuter pour partager les messages, même si moi je suis en train de faire une présentation ou une démonstration. Giovanna peut répondre ou me transmettre des questions pour qu'on puisse interagir pendant la présentation. Et évidemment, il y a un temps questions ouvertes à la fin. Merci. Donc, voilà, ne pas hésiter à utiliser le chat, même si vous avez l'impression que je suis en train de faire autre chose. En réalité, il y a bien quelqu'un au bout du fil. Donc, en temps normal, j'attends quelques minutes pour être sûr qu'on n'ait pas quelques retardataires. Mais bon, vu qu'il est déjà 8, je pense qu'on va pouvoir commencer. Et voilà, donc je vais partager mon écran, revenir rapidement sur Zoom et vous me dites si vous voyez bien le partage d'écran. Oui, on voit ton écran, Quentin, on voit même Zoom sur ton écran. Ça y est, c'est bon, on voit ta présentation. Super. Alors, donc cette présentation, pour celles qui connaissent, je l'ai faite sur Beautiful. Éventuellement, je pourrais la transmettre pour celles que ça intéresse à Giovanna et à Social Builder par la suite. Euh, et donc voilà, par rapport à ce support. Donc, nous voici dans l'atelier Upskilling sur Airtable. Social Builder, encore. Donc, comme je l'ai dit, on va avoir une petite partie de présentation, évidemment, déjà pour parler à la fois de moi et puis de l'outil, un tour d'horizon de cet outil, donc Airtable, qu'est-ce qu'il est capable de faire, à quel point est-ce que ça peut être intéressant, les fonctionnalités, les cas d'usage, dans quel cas pratique est-ce qu'ils peuvent être utilisés. On parlera de quelques-uns de ces exemples-là. Ensuite, la partie démonstration, où pour le coup, on va aller ensemble dans l'outil pour partir de from scratch, comme on dit, de zéro et construire quelque chose ensemble. Et enfin, conclusion et questions ouvertes, où je vous redonnerai la parole pour que si vous avez des questions ou des sujets qu'on aimerait voir qui n'ont pas été posés pendant le webinaire, encore une fois, pendant cet atelier, n'hésitez pas avec le chat, on y reviendra ensemble. Voilà, donc petite partie d'introduction très rapidement. Alors, moi personnellement, donc je m'appelle Quentin Berthelot, je suis indépendant depuis 2 ans dans le monde de la transformation numérique et donc j'accompagne mes différents clients et clientes dans la transformation numérique, donc que ce soit la création de sites internet, le référencement de sites internet, éventuellement la refonte de sites internet, et puis donc à travers la transformation numérique avec des outils donc de ce large mouvement qui s'appelle le no-code, que ce soit la création d'outils internes, donc gestion de projet, gestion de clients, de tâches, etc., suivi d'actions, prise de rendez-vous en ligne, automatisation de process, onboarding, j'en passe et des meilleurs. Et donc tout ce qui touche de près ou de loin à cette partie de transformation numérique. J'agrémente cette activité de quelques moments de coaching ou de formation avec des centres de formation professionnelle, mais également avec des associations évidemment Social Builder, qui est une association formidable. Mais bon, si vous êtes là, vous le savez déjà. Et donc voilà, très rapidement pour moi. Pour Airtable. Airtable, c'est une solution no-code
No-code, pour aller très rapidement, c'est une solution ça signifie que c'est un outil où il n'y a pas forcément, il n'y a pas besoin de savoir coder pour l'utiliser, c'est ça qui est notamment très intéressant. On fait ce qu'on appelle de la programmation visuelle. Donc, on réalise des applications numériques avec sa souris et son clavier sans avoir besoin de coder. Évidemment, si on sait coder, c'est mieux puisqu'on sait comment fonctionnent les choses. Et généralement, au lieu de poser le code et le no-code, j'ai tendance à essayer de rapprocher les deux en voyant le no-code comme une espèce de suite du code, c'est-à-dire, en fait, on est toujours en train de réaliser, de créer du code, mais en utilisant des outils visuels. Donc, il y en a qui appellent ça programmation visuelle, ça me va très bien aussi. Et après, il y a ce qu'on appelle le low-code, où on a des solutions no-code sur lesquelles on peut ajouter du code, ce qui est notamment le cas d'Airtable. Airtable, c'est une plateforme hybride mi-base de données, mi-tableur collaboratif. C'est-à-dire que c'est une application qui a la versatilité d'un Excel et la puissance d'une base de données. Ça aussi, on va voir ensemble un peu plus en détail à quoi ça correspond. Mais si vous connaissez à peu près Excel, on va rentrer tout petit peu dans le détail d'une base de données pour voir un petit peu la puissance du truc. Comme je le disais, on est sur du no-code, low-code, donc vocation applicative pour avoir un vrai intérêt, donc non seulement donc de récolter et d'utiliser, enfin, d'afficher, structurer cette donnée, mais aussi de l'exploiter, de l'utiliser dans le cadre de son activité. Alors souvent, on va avoir ce préjugé que le no-code va surtout s'appliquer à tout ce qui est entrepreneurial. J'ai quelques clients qui sont très loin du statut entrepreneurial qui utilisent ce genre de solutions en interne aussi. Il faut comprendre que c'est un besoin qui peut aller sur toute taille d'entreprise. On l'abordera encore une fois un tout petit peu après. La courbe d'apprentissage est abordable, c'est-à-dire que non seulement l'outil est relativement intuitif à prendre en main, mais en plus de ça, il y a énormément de ressources qui sont disponibles. Il y a une documentation déjà claire de la part d'Airtable, malheureusement encore parfois souvent en anglais, mais on a aussi de plus en plus des blogs, on va dire des influenceurs ou même des spécialistes Airtable qui s'expriment en français et qui font différents supports pour permettre de prendre en main l'outil rapidement. Je pense notamment à Airtable Facile sur YouTube ou bientôt sur YouTube potentiellement des ateliers comme celui-ci. Et donc du coup, c'est un outil qui, déjà par son ancienneté, mais aussi par sa prise en main abordable, a énormément de ressources qui permettent de prendre en main cet outil. Un outil polyvalent, on va le voir ensemble, mais surtout pas fini. C'est-à-dire que tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, pour la grande majorité, ce sont des augmentations, des améliorations, des upgrades qui sont relativement récents, notamment tout ce qui va être interface qui est encore en bêta et l'intégration à l'API, donc qui sont pas récents mais qui sont régulièrement améliorés. Et donc ça, c'est aussi assez intéressant, c'est que même en utilisant cet outil et tout ce qu'il est capable de faire, on a de plus en plus de bonnes surprises. C'est quelque chose qui continue à monter. Un peu plus en détail sur l'outil, c'est un outil, Airtable a été fondé en 2012. Pour un outil no-code, c'est relativement ancien. Ils ont fait beaucoup de différentes levées de fonds. La dernière a été à 750 millions de dollars. Airtable est ce qu'on appelle une licorne, c'est-à-dire valorisée à plus de 1 milliard de dollars, en l'occurrence 11 milliards de dollars. Et c'est une entreprise qui a déjà 300 000 clients ou structures à travers sa clientèle. C'est intéressant de noter ça pour la bonne raison que souvent, quand on vous demande de choisir un outil no-code ou quand on veut commencer à faire de la transformation numérique, on va voir un petit peu la stabilité de l'outil. Airtable, c'est un outil qui est là depuis longtemps, qui est valorisé, qui a beaucoup de clients, qui n'est pas prêt de partir. Vous avez d'autres concurrents et vous avez déjà il y a eu notamment un atelier sur Notion qui peut être considéré comme un concurrent sur certains aspects et sur certaines fonctionnalités. Ce sont des outils comme ceux-ci qui ne risquent pas de partir du jour au lendemain et sur lesquels vous pouvez construire des process ou des fonctionnalités, des applications. Vous pouvez être sereine sur le fait que c'est des outils qui seront encore là demain. Mais aussi donc des grandes entreprises sur le Fortune 100, donc les 100 plus grandes entreprises, il y en a 80% qui utilisent Airtable en interne plus ou moins à grande échelle. Là aussi, rassurez-vous, c'est un outil qui tiendra la route et qui sera encore là dans les années à venir. Voilà pour Airtable. Voilà aussi pour moi. Si on entre un petit peu plus dans le vif du sujet, on va parler un tout petit peu de différentes choses qui touchent à la base de données, puisque je pars du principe que Excel, tableur, grosso modo, c'est à peu près acquis. La base de données, en l'occurrence, il y a quelques petites notions de base que je vais aborder. Alors, ce n'est pas juste pour le plaisir de le faire.
même si c'est toujours très sympa de parler de base de données, c'est aussi parce qu'une fois qu'on a ces principes en tête, Airtable devient beaucoup plus clair. Quand on parle d'une base de données, en réalité, on parle d'une base, et à l'intérieur de cette base, il y a ce qu'on appelle des tables. Donc, vous avez différents blocs, différentes tables, et dedans, vous avez des informations. C'est à peu près comme ça que se voit l'organisation d'une base de données. Vous avez une base qui englobe des tables, qui englobe des champs, qui sont de différents types de données, et à l'intérieur donc de ces tables, vous avez des informations, et le principe de ce qu'on appelle les tables de données relationnelles, c'est de pouvoir communiquer entre ces différentes tables. Donc, par exemple, sur une entreprise à un siège social, vous avez une relation de 1 à 1. Une entreprise a un siège social, donc c'est une relation unitaire. Mais sur des relations du style employé à entreprise, vous avez plusieurs employés qui sont normal, en toute logique, une seule entreprise, et vous avez une relation un petit peu différente. Là aussi, c'est important de se rendre compte que ça, ce sont des choses de base qui sont probablement assez évidentes, mais là aussi, c'est un intérêt quand on rentrera ensuite dans Airtable. Et après, vous avez les relations, quand par exemple, contrat signataire, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui signent plusieurs contrats, et ainsi de suite. Et donc, vous avez ce type de relation entre les tables à l'intérieur d'une entreprise ou à l'intérieur d'une structure, en l'occurrence ici d'une base. Et donc, vous vous retrouvez avec quelque chose qui se schématise un petit peu comme ça quand on est dans des bases de données, quand on a une structure, une entreprise, une start-up ou autre chose, et qu'on veut structurer sa donnée, et qu'on veut éviter d'avoir une partie de ces informations qui sont sur un dossier, d'autres informations qui sont dans un logiciel de compta, etc., etc. C'est assez intéressant souvent de centraliser. Ça, c'est un besoin souvent de petites, grandes, moyennes entreprises, de manière générale, qui vont avoir tendance à ce qu'on appelle faire du legacy, donc ils ont construit un fonctionnement, et de plus en plus, après, c'est quelque chose qui perd un peu pied. Donc là, Airtable va arriver aussi un petit peu comme ça, souvent, moi, dans mon activité, là où on me demande d'intervenir, c'est de centraliser un petit peu ces informations, d'avoir un outil qui peut centraliser les informations et sur lesquelles on peut les utiliser. Pas simplement une base de données, mais pas un peu plus puissant quand même qu'un tableur. Et c'est là qu'Airtable peut être assez intéressant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se rend compte que une base de données fonctionne un petit peu comme ça, eh bien, à partir de là, on arrive dans une structure un petit peu plus, on va dire, tableur. Donc là, en l'occurrence, on va avoir une table. À l'intérieur, on va avoir une colonne avec ce qu'on appelle un record. Donc avant, on voyait ça, on appelait ça un champ. Et une seule case, c'est ce qu'on appelle une cell. Ça, c'est un vocabulaire que je vais utiliser ensuite quand je vais parler de record, quand je vais parler de cellule ou de cell, et d'une colonne, même si la colonne, je vais peut-être plus l'appeler un champ. Mais en l'occurrence, une fois qu'on a ces informations-là, on va pouvoir parler la même langue quand on va rentrer dans l'outil. Donc, quelques petites bases théoriques rapides qui vont se terminer sur la typologie de données. La typologie de données, ce sont les types d'informations, les types de données qu'il peut y avoir dans un champ d'une table, d'une base de données. Donc, une clé, c'est un code unique qui va permettre de manipuler une information. Un char, c'est ce qu'on appelle un texte. Char, ça veut dire character en anglais, donc caractère. On définit une longueur spécifique de ce champ. Varchar, c'est quand on va avoir une variable caractère, un champ de taille différente. Du texte, un booléen, c'est 0 ou 1, true ou false, c'est pas 0 ou 1, c'est vrai ou faux. Ensuite, les chiffres avec différents types de valeurs, avec les positifs, négatifs, virgule, flottantes, donc ça va être la taille du chiffre. Le blob, pour des données binaires relativement longues, et le time ou le timestamp, qui sont les données temporelles. Ces types de données-là, en base de données, ce sont des indicateurs de ce qu'on peut renseigner ou ce qu'il peut y avoir dans un type de champ. On va voir que ça, c'est beaucoup plus évident sur Airtable. Et donc, ensemble, donc nous avons fait à peu près le tour de ce tour d'horizon. La dernière chose à voir, ce sont les bonnes pratiques d'une création de base de données. Une création de base de données, comme quand on crée un site internet ou quand on va créer à peu près n'importe quoi, le première impulsion, c'est d'arriver et de construire quelque chose. Impulsion qui sera peut-être malheureusement mise en avant par moi quand là, on va rentrer dans la démonstration où je vais tout de suite aller sur Airtable. En réalité, en amont, pour les personnes qui débutent, là, c'est moi, je vais faire quelque chose que je sais faire, que j'ai déjà fait plusieurs fois, et j'ai en tête déjà un certain nombre de choses. Mais avant d'utiliser Airtable ou de construire une base de données, dans tous les cas, on va avoir la même chose, c'est-à-dire qu'on va poser sur un papier ce qu'on aimerait faire et comment on va voir les choses, définir donc à quoi ça va ressembler sur le papier. Rien de plus efficace qu'un stylo, un papier et des brouillons, des crowbars, des dessins. Surtout pas hésiter à gribouiller sur une feuille de papier.
Et ensuite, ça sera beaucoup plus évident et beaucoup plus simple de prendre en main un outil comme Airtable, une fois qu'on sait ce qu'on veut et à comment et à quoi c'est censé ressembler, de pouvoir ensuite simplement le créer à travers Airtable. Et à partir de là, découvrir d'autres niveaux de fonctionnalité. Et penser simplification, ça on risque de le voir dans la démonstration, où souvent on va avoir une idée en tête et en fait il y a plus simple, et souvent plus simple ça veut dire plus efficace. Et donc quand on va arriver dans Airtable pour créer notre exemple de base de données, alors je sais, je vais très vite sur la partie théorique pour qu'on ait plus de temps sur la partie pratique, c'est important de définir ce qu'on souhaite faire, à quoi c'est censé ressembler, et ensuite on pourra le créer ensemble. Alors, vous avez la feuille de papier, vous avez aussi d'autres outils comme Figma ou Whimsical pour faire des maquettes ou des petits dessins en ligne sans aucun souci. Quelques applications des bases de données. Les bases de données, ça sert notamment sur la big data, sur l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, la business intelligence. Donc, en l'occurrence, tout ça, ce sont des applications différentes qui vont permettre soit à la machine d'apprendre avec des informations, soit à l'humain d'apprendre avec des différentes informations. C'est ce qu'on appelle la BI, la business intelligence. Cette application-là, parce que souvent c'est celle qu'on me demande d'élaborer, c'est l'idée de, à partir d'un grand nombre d'informations, d'avoir des conclusions, des hypothèses au moins sur un parcours client, de l'utilisation de ces différentes données, et que ce soit ces informations qui concernent les clients, d'être capable d'anticiper leur comportement. Et dans d'autres fonctionnements, ça peut être aussi d'améliorer des process, etc. Donc la business intelligence, c'est l'idée d'améliorer son business en utilisant des informations. Et donc, bon, quelques exemples autour de ça. La big data, l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, c'est plus par rapport à la machine, mais c'est à peu près le même principe. Ce qu'il faut retenir, c'est que la data est souvent le nerf de la guerre pour des entreprises. Rien de plus intéressant pour une entreprise ou un entrepreneur ou une entrepreneuse d'avoir les retours clients, de savoir ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas dans son site internet, dans son produit, dans son service. Et toutes ces informations-là, si on les centralise sur un sujet et qu'on les organise et on les structure suffisamment bien, on peut comprendre ce qu'il en est. On peut surtout avoir une visibilité un peu plus forte de ces données. Voilà, toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir sur le chat. Justement, Quentin, il y a Yes. une question. Est-ce que, du coup, c'est des fonctionnalités intelligence artificielle, deep learning, c'est des fonctionnalités que tu peux imaginer avec Airtable? C'est pas censé être un peu plus complexe de s'attaquer à de la data, Si, tout qu'un à outil fait. no-code? Si, tout à fait. L'idée, alors il y a des outils no-code ou low-code qui se spécialisent dans le machine learning ou la data intelligence. Alors après, il y a des outils aussi qui sont à d'autres. Il faut voir ça comme une chaîne. C'est-à-dire que Airtable, c'est ce qui va vous permettre de centraliser les différentes informations. Et ensuite, effectivement, c'est d'autres outils qui vont exploiter ces informations-là pour en faire, du machine learning. Donc, vous avez des outils qui vont utiliser les informations que vous pouvez avoir, notamment dans Airtable, pour faire du machine learning. Vous avez des personnes qui vont utiliser ces informations-là pour en faire de la business intelligence, soit directement, soit à travers des outils spécifiques. Et à l'autre bout de la chaîne, vous avez des outils de data mining qui vont aller récupérer des informations que vous allez ensuite stocker dans une base de données, en l'occurrence par exemple Airtable. Donc, si vous avez vraiment une chaîne où vous collectez des informations, vous les stockez, vous les organisez, vous les structurez et ensuite vous les exploitez dans le cadre du deep learning ou du machine learning, vous avez probablement un autre outil derrière. Airtable va vous permettre de structurer, peut être votre base de données sans que vous ayez besoin de faire une vraie base de données. En l'occurrence, ça fonctionnera très bien. Mais effectivement, ça ne va pas être dans les fonctionnalités natives d'Airtable de faire du machine learning. C'est une possibilité d'usage, mais ce n'est pas un cas d'usage. C'est pour ça que là, dans les fonctionnalités et les cas d'usage, on va rentrer un peu plus ce qui est possible de faire avec Airtable. Là, jusqu'à présent, on voyait ce qui était possible de faire avec une base de données, rôle que peut remplir Airtable. Mais effectivement, pas faire cette partie, en tout cas pour l'instant, directement. Merci, merci. Euh, Quentin, on ne t'entend plus. Il y a malheureusement le bug qu'on avait eu. Allô, Quentin, Quentin, Quentin.
Allô, Quentin, on ne t'entend plus. Désolée pour ce petit bug technique. Tout à l'heure, on avait vu que Quentin avait peut-être aussi ce souci-là. Je vais essayer. Il l'entend plus. Il nous entend plus et nous, on l'entend plus. Donc, je vais essayer de faire en sorte qu'il se rende compte qu'il y a un petit souci. Hop. Quentin, on ne t'entend plus. Hop. Et je crois qu'il m'entend plus. Attendez, on va essayer de trouver. Hop. On va essayer de changer. Hop. Quentin, on ne t'entend plus. Je vais poser. C'est justement le fait que tu aies coupé l'enregistrement qui m'a donné une indication. Donc, la section 3 sur les fonctionnalités et les cas d'usage. Donc là, on est effectivement plus sur le sujet de Airtable, sur l'usage des bases de données. Mais donc, si on retourne sur Airtable, vous avez différents outils au niveau de l'interface qu'on va voir ensemble, qui, sur le workspace, les tables, les records, les champs, les cellules, tout ça, ce sont des termes qui devraient vous parler un petit peu plus maintenant qu'on a vu cette première partie. Après, dans l'utilisation de la donnée, donc les vues plus en particulier, les extensions, le travail en collaboration, tout ça, ce sont des choses qu'on va voir ensemble dans la démonstration. Et pour aller plus loin, ce sont des outils complémentaires natifs à Airtable ou autres qui vont permettre d'exploiter vraiment tout le potentiel de l'outil, les interfaces, l'automatisation à travers les automatisations natives de Airtable, mais aussi les intégrations avec d'autres outils. Et ensuite, quelques ressources donc qu'on partagera ensemble, qui sont accessibles à toutes. Voilà à peu près à quoi ça correspond. Donc, s'il n'y a pas de questions avant qu'on aille dans la démonstration, je vais aller sur Airtable. Si jamais parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent, qui ont un compte sur Airtable ou qui comptent en faire un pour construire en même temps que moi, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez que je vous laisse quelques minutes pour créer un compte ou que je vous envoie un lien de création de compte dans le chat, c'est possible. Je crois que j'en avais préparé un à un moment donné. Si jamais il y a besoin. Hop. Alors, alors là, j'ai un lien d'affiliation, mais vous pouvez très bien aller sur airtable.com et créer votre lien tout aussi bien. Créer votre compte tout aussi bien. Là, c'est un lien d'affiliation qui permet d'arriver tout de suite sur le truc, mais bon, c'est pas comme si c'était nécessaire de passer par mon lien. Si vous souhaitez construire en même temps. Et si vous ne le souhaitez pas, ça vous permet simplement de profiter. Paf. Ça, c'est fait. Voilà, donc une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur quelque chose d'à peu près similaire avec en premier lieu des interfaces, ensuite les bases récemment ouvertes et enfin un workspace. Donc comme on dit tout à l'heure, le workspace, c'est un ensemble de bases. Donc là, en l'occurrence, j'ai toutes mes bases, on va dire pro, avec mes bases pro à moi et puis quelques exemples qui ont servi pour des projets et des démos qui servent régulièrement pour mes formations ou pour autres. Et ensuite, d'autres This meeting is being recorded. Hop, donc au niveau de la démonstration, je vais vous montrer donc éventuellement ce qui peut être fait donc à travers un exemple de la démo, donc par rapport à une base de suivi de projet. Donc là, je vais me mettre dans la peau d'un entrepreneur qui veut suivre un petit peu les différents projets sur lesquels il est. Je vais utiliser Airtable pour créer cette base de suivi. Donc une fois que le compte est créé, vous arrivez dans quelque chose qui ressemble un petit peu près à ça. Donc, vous avez Airtable, vous avez base ici, l'ensemble de votre workspace. Au début, vous ne devez pas en avoir de masse, évidemment. Vous pouvez récupérer des templates. Mais vous avez ici le petit bouton Add a Base qui vous permet de créer directement une base from scratch, donc à partir de zéro. C'est ce que je vais
C'est ce que je vais tenter de faire pour ensuite aller avec vous dans cette création. Donc, soit vous pouvez partir vraiment de rien, donc c'est-à-dire là, vous avez une base vide avec différentes informations à remplir, soit vous pouvez, pour ceux et celles qui ont déjà des informations en amont, les importer depuis Google Sheet, depuis Excel, depuis d'autres types d'informations. Donc là, il propose d'aller checker les templates, etc. etc. Donc, on va aller, hop, on va oublier ça. Donc là, on arrive dans une base qu'on va appeler par exemple, voilà, avec un petit éclair. Pourquoi pas? Rien de très spécifique, simplement sur l'apparence, c'est comme ça que la base se ressemblera à côté. Et là déjà, dans la partie data, on se rend compte qu'on a plusieurs choses. Donc on a déjà ici la visualisation des tables sous forme d'onglets. Donc si j'ajoute une autre table ici, ce sera un onglet. Donc ici, là, je suis dans la base, là, je suis dans ma table, et là, j'ai mes champs. Ça devrait vous rappeler un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure. Par défaut, il m'a créé plusieurs champs. Et donc là, une table 1 avec le champ nom, le champ note, assignee et status. Évidemment, c'est en anglais. Je vais changer ça. Je vais l'appeler projet, par exemple. Et alors, il y a la possibilité aussi de définir ce qu'il y a dans la table, donc des projects, des records, etc. Je vais laisser dans record, mais je pourrais mettre project à la place. Et donc là, d'abord, structurer. Si je reprends mes petits bouts de papier que je me suis mis tout à l'heure, qu'est-ce qu'il me faut dans les projets? Donc, dans les projets, au début, j'ai un nom. Donc, simplement le nom que vont avoir mes différents projets. Hop. Projet 2. Je ne suis pas très créatif sur cet aspect-là, mes excuses. Projet 3. Qu'est-ce que je vais avoir besoin ensuite? J'aimerais bien avoir un statut d'avancement. Donc là, ça tombe bien, il y en a déjà un. Un statut d'avancement. Pour chacun d'entre eux, je peux ajouter des options, je peux modifier la couleur, je peux modifier le texte qui est écrit. Là, je vais garder ce système-là. Hop, donc là, on va renseigner quelques informations de base. Quelques petites informations de base. Je pourrais avoir un statut différent, c'est-à-dire avoir un statut de négo. Ça, c'est quelque chose qui souvent est assez efficace, donc je peux le dupliquer, par exemple, en l'occurrence. Ah, voilà. Statut de négo. Hop. Là, en négo. Devis envoyé. Devis accepté, par exemple. Hop. Et du coup, celui-là, on va le mettre là, en telle couleur, par exemple. Hop. Hop. Par exemple. Qu'est-ce qui pourrait être aussi intéressant dans les projets? Ce serait d'avoir, par exemple, une deadline. Je vais modifier celui-là pour avoir des champs qui traînent. Et là, j'ai mes types de champs. Donc, pour l'instant, on a eu le premier, c'était non. Le note, c'est un long texte, mais on a différents types de champs. C'est très important de toujours sélectionner le bon type de champ. Donc, vous en avez un certain nombre qu'on va aller voir ensemble. Mais là, par exemple, une deadline, ça va être une date. Donc, je vais prendre une date. Je vais lui donner un format non américain, un friendly. Et je vais mettre 1 heure. Pourquoi pas sur 24 heures, par exemple. Paf. Tac. Donc là, je vais choisir aujourd'hui. C'est aussi un tableur, donc vous pouvez faire ce genre de choses. Par exemple, note, c'est très bien, on va avoir une petite partie de description. Je vais autoriser le rich text formatting, par exemple, pour que, c'est-à-dire que là, si ce n'est pas inscrit, là, par exemple, je peux mettre des notes. Si, ou des descriptions, si à côté, je mets un rich text formatting sur le long, là, je peux
faire d'autres choses comme ça, par exemple, où je peux avoir des titres, des sous-titres, des quotations ou des bouts de code avec des liens. Je peux faire évidemment beaucoup plus de choses. Donc la description, qu'est-ce que je m'étais noté? On va avoir une deadline, on va avoir un montant, évidemment. Un montant, ça va être de l'argent. Hop. Currency. Nous sommes en Europe. Pas forcément besoin de virgule. Je ne vais pas autoriser les champs négatifs. Hop. Voilà, un peu généreux, mais ce n'est pas grave. Hop. Je pourrais organiser évidemment toutes mes informations. Hop. Qu'est-ce que je vais avoir besoin, par exemple, qui pourrait être intéressant? Des documents, si je veux mettre des devis, par exemple, des factures. Je veux ajouter le cahier des charges fonctionnelles ou des photos, je peux ajouter des documents. Et le dernier, je vais mettre un champ de priorité, par exemple. Champ de priorité, ça va être ce truc-là, ce qu'on appelle un rating. Et le rating, ça va être donc effectivement l'urgence, la priorité des différents projets. Hop. Donc 1, 2, 3 par exemple. Et tu peux Voilà, mettre que des évidemment. étoiles, Quentin? Non, alors ça dépend le type d'abonnement que vous avez. Donc moi j'ai l'abonnement pro, donc j'ai le droit à tout ça. Les personnes qui sont en abonnement gratuit, en toute logique, vous ne devriez avoir qu'une ligne avec une seule couleur, mais toutes les possibilités sur une seule ligne. D'ailleurs, effectivement, priorité, peut-être que priorité, je vais faire quelque chose qui ressemble plus à ça. Hop. Le fameux drapeau rouge. Attention, c'est urgent. Donc là, de manière assez rapide et très simple, j'ai été afficher plusieurs projets qui vont me permettre, alors déjà là, très très rapidement, d'avoir un peu un aperçu de à quoi ça correspond, ce qu'il en est. Ça, c'est un petit peu la base. Visualiser les informations, les structurer dans un fonctionnement efficace. Donc, je vais essayer d'en faire quelques-uns de plus pour qu'on ait un peu plus de visibilité. Projet 4, par exemple, etc., etc. Mais vous savez quoi? Je vais faire un petit quelque chose de différent. Pendant que je renseignerai tout ça un peu à la main pour en ajouter quelques-uns, je vais ajouter une autre table qui est par exemple la table contact. La table contact elle peut être très efficace de lister les personnes avec qui je vais travailler sur différents projets. Et là, on va voir la magie de la relation des tables relationnelles. Donc, si je réfléchis en termes de contact, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un nom et d'un prénom, par exemple. Mettre nom, tout court. Pour avoir un champ nom, un champ prénom et un champ qui va concaténer les deux. Mais bon, on va être sur le champ nom, prénom. On va ajouter un champ email qui existe. On va ajouter un champ téléphone. Aussi, il y a un champ spécifique qui existe. Et on va pouvoir ajouter une photo. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose, mais on va mettre une photo, par exemple. Hop là. Donc, un document et photo, éventuellement. Donc, là, j'ai d'un côté mes projets, de l'autre les personnes qui peuvent travailler avec moi sur ce projet. Pour lier les deux, c'est un des types de champs. C'est-à-dire que ici, là, on a vu ensemble attachement, checkbox. Non, checkbox, on n'a pas vu, on va le voir ensuite, pardon. Single line, long text, qui sont donc des textes longs ou courts. On a vu les dates, les numéros de téléphone, les emails. On pourra ajouter des URL, des chiffres, de l'argent, des pourcentages, des durées. Des formules et ensuite d'autres outils qu'on va voir juste après, avec la possibilité de mettre un bouton aussi. Mais bon, là, on va aller dans le link to another record, c'est-à-dire le fait de pouvoir lier cette table
avec l'autre table. Donc, je vais ici ajouter un lien vers la table contact. Je lui permets de lier plusieurs records, par exemple. Je vais l'appeler référent du projet, par exemple. Je ne veux pas de lookup. Un lookup, ce serait que c'est une. Donc là, ce champ-là se transforme en un lien vers le champ d'à côté. Donc si là, je mets. Hop. Encore une fois, je ne brille pas par ma créativité. Hop. Là, ici, j'ai les liens vers l'un et vers l'autre. Et donc, je peux ajouter plusieurs personnes une fois dans le projet. Ce qui est bien, c'est que si ici, je vais sur l'ensemble de la fiche, donc la fiche, c'est simplement le record en question. Donc là, j'ai l'ensemble des champs que j'ai inscrits avec la possibilité de les modifier. Ici, j'ai aussi sur le côté l'historique. Donc, si on travaille à plusieurs, je pourrais écrire un commentaire à quelqu'un. Je pourrais taguer les personnes de ce projet pour qu'ils reçoivent une notification. Je pourrais suivre les notifications ou ne pas suivre les notifications. Je pourrais avoir une alerte quand on parle de moi, quand on me dit qu'il y a quelque chose à faire, ou quand moi, éventuellement, je pourrais être personnellement tagué. Donc, à la place d'avoir un lien, par exemple, sur une autre table, on pourra avoir ce qu'on appelle assignee, qu'on avait tout à l'heure. Est-ce qu'il est user et celui-là, c'est un lien non pas vers une autre table, mais vers les personnes qui sont inscrites sur cette table. Donc on en parlera tout de suite, on en parlera un petit peu après, mais si on veut être à plusieurs à travailler sur une même table ou plusieurs personnes à travailler sur une même base, c'est tout à fait possible d'avoir des liens spécifiques et différents qui nous permettent d'être au courant quand on va travailler tous ensemble. Donc là, on voit l'historique. Si jamais je fais des modifications, c'est inscrit. Qui a fait ces modifications et à quelle heure. Et si je clique ici sur ce lien, j'arrive sur la fiche qui a été sortie de cette table contact-là. Et donc, du coup, de cette table-là, j'ai les différentes informations qui sont affichées. Donc, toc. Et là, si là, je mets 06 de trop. Si je mets ces informations-là, évidemment, une monnaie américaine. Paf, tout est évidemment lié. Donc, si je retourne sur les informations, j'ai bien toutes les informations que j'ai mises. Si on était plusieurs à travailler dessus et que quelqu'un avait mis une modification, ça apparaîtrait sans que j'ai besoin de rafraîchir mon ordinateur et ma page, qui est très très bien. On voit aussi que la première colonne est ancrée, mais on peut définir à ce que d'autres colonnes soient ancrées. Mais là, en l'occurrence, moi, ça me va très bien. Donc là, j'ajouterai potentiellement un peu plus d'exemples. Mais je vais vous parler avant d'ajouter d'autres exemples, des vues. Pourquoi? Parce que les vues, ça va vraiment être ce qui va nous permettre d'exploiter plus en profondeur les informations qui sont ici. Parce que là, pour l'instant, on a simplement une espèce de tableur qui va afficher les différentes informations dans l'ordre dans lequel on lui demande de l'afficher, mais ça va relativement être assez vite limité. C'est là que les vues rentrent en jeu. Une vue, c'est juste une possibilité d'organiser différemment les informations qui sont sur la vue, sans forcément toucher au sujet de fond. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai une vue qui s'appelle grille, qui porte bien son nom, qui ressemble à une grille. Si je duplique, par exemple, cette vue-là, je peux aller faire une vue spécifique qui va correspondre seulement à certaines informations en utilisant des outils qui vont me permettre de voir uniquement ce que j'ai envie de voir. Donc, par exemple, je vais afficher projet à faire prioritaire. J'ai prévu de mettre un petit truc comme ça pour vous montrer que c'est faisable, c'est-à-dire de mettre des emojis un peu partout. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je peux filtrer, je peux grouper, je peux trier. Grouper, ce serait par exemple, alors évidemment, ça peut être très très beau parce qu'on a très peu de choses, mais si ici, je groupe par statut d'avancement, en les organisant là, je vais avoir tous mes projets to do ici, tous mes projets en cours ici, et tous mes projets en statut d'avancement ici. Je pourrais avoir une vue
projet, enfin statut de négo des projets, et là j'aurai le statut de négo et je vois assez rapidement quels projets sont en cours de négociation, quels projets ont besoin d'être relancés éventuellement, etc. Je pourrais faire différentes choses avec cet outil de groupement. Je peux faire des sous-groupes aussi, ou à l'intérieur du groupe, j'ai d'autres sous-groupes. Bon, très efficace. Là, en l'occurrence, j'en ai un par colonne, donc c'est pas très efficace, mais la possibilité comme ça d'avoir des groupes. Donc, par exemple, vous pourriez avoir tous les statuts de négo et ensuite, ils sont regroupés par statut d'avancement. Et vous avez, par exemple, tous les projets qui sont en cours de réalisation, dont le devis est accepté, mais dont la facture n'a pas encore été envoyée, par exemple, ou différents petits fonctionnements. Là, en l'occurrence, pas très, très efficace ce que je viens de dire, mais bon, très possible. Après, tri comme son nom l'indique, c'est simplement trier. Donc, par exemple, trier par deadline ou trier par priorité. Et filtrer, donc ça va être de mettre des conditions. Donc moi, ce que j'ai dit, c'est que je voulais les projets à faire prioritaires. Donc ça veut dire les projets dont la priorité va être, on va dire, supérieure ou égale à 2 étoiles. Et, alors j'ai et ou. Là, en l'occurrence, c'est un et, mais je pourrais avoir des types de conditionnalité, c'est-à-dire d'avoir une condition ou une autre condition, ou alors une condition et une autre condition. Je peux aussi faire des groupes et des sous-groupes pour dire je veux que ce soit ça, ça, ça et ça, ou ça, ça et ça. Ça, ce sont d'autres types de fonctionnement de données, mais là, en l'occurrence, pour que ce soit un peu plus explicite, si je mets une deadline is not empty, évidemment, is within the next week, et bien là, j'ai les projets qui sont en priorité 2 ou plus et qui sont à faire dans la prochaine semaine. En l'occurrence, ça en a enlevé un parce qu'on a mis 12h38 qui était l'heure à laquelle j'ai ajouté ça et du coup, elle est passée depuis. Donc, techniquement, l'autre n'était pas dans les clous par rapport à la priorité et à la deadline. Hop, parce que celle-ci est... Paf. Donc non, c'est l'inverse. Is within the next week. Voilà. Et si le projet, par exemple, je le cale à la semaine dernière, alors il disparaît. Donc ça, c'est les outils, on va dire, de base pour afficher différentes fonctionnalités. Donc là, sur un projet, suivi de projet, on pourra avoir d'un côté, on pourra avoir par exemple les tâches à faire pour une personne ou pour la structure. Donc il faut que je fasse les devis de telle ou telle personne. J'ai des rendez-vous bientôt avec telle ou telle chose. J'ai une deadline qui approche. J'ai différentes tâches à faire. Bon, ça, ce sont les grilles. Après, on a ici d'autres fonctions. Donc, la plus simple, c'est le calendrier. Le calendrier, donc je vais avoir une deadline, par exemple, et là, sur cette semaine, par exemple, j'ai mes deadlines qui vont apparaître. Si je bouge une deadline ici, ça va bouger la deadline sur l'ensemble de la base, puisqu'en réalité, je suis en train d'ajouter des vues, c'est-à-dire de changer la visibilisation de mes données, mais je ne change pas c'est juste une manière de voir les informations. Mais si je fais des modifications là-dessus, ça va modifier le fond. J'ai d'un côté la base avec les informations, et là, je suis en train d'ajouter des lentilles, des vues, des manières de voir les informations, mais derrière, il n'y a qu'une seule donnée. Et donc, si je la change quelque part, elle va être changée partout. Une autre qui peut être utile, c'est le Kanban. Le Kanban, ça ressemble plus à une to-do list pour celles qui connaissent Trello. Et donc là, si je mets, par exemple, sur le statut d'avancement, j'ai automatiquement mes projets ici qui s'affichent sous forme de petites cartes. Et ces petites cartes-là, je peux les customiser. Donc, par exemple, en ajoutant la deadline, en enlevant le statut de négo parce qu'il apparaît déjà, mais en enlevant le statut d'avancement qui apparaît déjà, mais en affichant le statut de négo, en affichant le montant et la priorité. Mais la priorité, je vais avoir envie de l'avoir en premier. Et donc, je vais comme ça construire mon petit projet. Si je clique dessus, évidemment, j'accède à la carte et les possibilités de faire des modifications. Et si je le passe de l'un à l'autre, ça va modifier les champs en question, à la fois dans le single select, donc dans le champ ici, à la fois dans toutes les vues qu'on a vues, et ici aussi au niveau de l'activité. Donc là, now, j'ai été modifié ce statut d'avancement-là, et donc c'est visible et transparent pour tout le monde. Si je le remodifie ici, ça repart là. Je peux recréer des records, mais bon. Là, déjà, à travers ça, on arrive sur quelque chose d'un peu plus poussé en termes de visibilité des données. C'est les vues qui permettent de structurer les infos comme on les veut. Et donc,
Voilà, alors la timeline et le Gantt sont des vues qui nécessitent d'avoir le forfait payant. Et ça, peut-être, je vous les montrerai avec une autre table. Si on a le temps d'arriver là-dessus, je pense qu'on l'aura, pour que l'on puisse avancer d'abord sur ces choses-là. Mais il y a deux vues que je n'ai pas montrées, c'est formulaire et gallery. Et pour ça, contact, c'est plus efficace. Forme, c'est un formulaire qui va me permettre de partager une page avec n'importe quelle personne et ça va être une manière d'alimenter ma base de données extérieurement. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a pas accès à cette base de données va pouvoir renseigner des informations à travers ce formulaire. Donc là, par exemple, je mets formulaire de contact. Si j'arrive à écrire correctement. Et là, j'ai toutes les informations de ma base qui arrivent. Donc le nom, le prénom, le mail, le nom, le téléphone, le mail. Je peux changer. Donc là, moi, j'ai la version payante, donc je peux ajouter un logo en allant chercher dans mes images. Paf. Donc, hop, par exemple. Encore une fois, je ne brille pas par ma créativité. Mais, zoup, ça fonctionnera et c'est bien le plus important. Quelques images libres de droit. On va prendre celle-là. En espérant qu'elle va se couper au bon endroit. Évidemment, je ne pouvais pas prendre une image plus courte. J'en profite pour boire un petit peu. On a quand même un petit peu de temps par rapport à cette démonstration. Donc, si j'ai été un peu vite ou si vous voulez plus de détails ou plus d'exemples sur ce qu'on a vu avant, n'hésitez pas à utiliser le chat. On a des questions, justement. Ah, je vais en profiter. Okay, vas-y. Je ne voulais pas t'interrompre sur ça, notamment sur les différentes bases de prix. Notamment, par exemple, Caroline qui nous demandait, est-ce qu'on peut avoir plusieurs bases dans une version pro sans avoir à payer pour chaque base? Oui, le paiement se fera au niveau du workspace. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un compte qui possède un workspace pro et ce workspace pro possède plusieurs bases et donc je ne paye que mon compte. Par contre, je vais ensuite payer éventuellement le nombre de personnes qui vont collaborer sur cette base. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas payer plus. J'ai 10 bases ou 30 bases. Par contre, si sur une base, moi qui les ai ajoutés au workspace, c'est moi qui paye pour eux. Ah, par contre, au niveau d'une structure, ça c'est si on travaille tous sur le même workspace. Surtout si ce n'est pas des comptes pro. Ça nous amène à une ouais, deuxième question qui est à peu près liée aussi sur Okay. les collaborateurs. Donc, Oui. sur l'ajout collaboratif d'une base de données, si sur une base de données, Marie souhaite faire participer plusieurs collaborateurs sans pour autant qu'ils aient accès à Airtable, est-ce qu'ils peuvent faire un formulaire et est-il possible que de notre côté, on puisse valider les données qu'ils ont implémentées avant l'ajout dans la vraie base de données? En gros, est-ce qu'on peut faire vérifier, faire une étape de validation du formulaire avant de rentrer dans la base de données? Informations. Alors, nativement, pour l'instant, non. Pour faire un formulaire, il faut avoir accès, il faut avoir la possibilité de modifier. Donc, en soi, de toute manière, j'avais prévu d'en parler un petit peu après, mais pour sauter un petit peu le sujet, vous avez plusieurs rôles. Donc là, par exemple, si je veux partager avec quelqu'un, j'ai des rôles. Soit je partage toute la base avec l'ensemble des vues, l'ensemble des champs, l'ensemble de tout ce qu'il y a besoin de faire, et je les invite soit par email, soit avec un lien, soit à tous ceux qui veulent, avec tous ceux qui possèdent le lien. Si je partage par email, je permets de choisir le rôle. Donc, un peu comme dans beaucoup d'autres applications, vous avez read only, c'est-à-dire ne peut rien faire, peut juste consulter les différentes informations. Le commentateur, commentatrice, peut voir les records et peut créer des vues personnelles, c'est-à-dire ne peut pas modifier les vues, mais peut avoir des vues personnelles. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, j'ai créé un formulaire, j'ai créé un calendrier
j'ai créé différentes choses. À ce moment-là, paf, là, quand j'ai créé une vue, j'ai choisi est-ce qu'elle était collaborative ou est-ce qu'elle est personnelle. Si elle est personnelle, ça veut dire qu'il n'y a que moi qui la vois et qui la modifie. Et donc ça, c'est pratique quand, par exemple, dans des structures, on va avoir, comme ça a été le cas la dernière fois, vous avez une structure au niveau du groupe, mais ensuite, vous avez des antennes régionales. Et là, à ce moment-là, chaque responsable régional a sa propre vue. Et pour éviter de surcharger et que tout le monde ait accès aux vues de tout le monde, vous avez la possibilité de faire en sorte que cette vue est collaborative. Cette vue, par contre, elle est uniquement pour moi si moi, je veux faire des modifications sans casser la vue de tout le monde. Ça, c'est une des possibilités. Mais au niveau de chaque vue, vous êtes en possibilité alors, pour le créateur, c'est-à-dire le propriétaire de la base, il peut voir les vues de tout le monde. C'est pour ça que moi, j'ai ce petit truc-là. Mais donc, du coup, quand vous créez des vues, vous pouvez dire, effectivement, cette vue-là, elle est partagée avec tout le monde ou elle n'est pas partagée avec tout le monde. Au niveau de partage ici, vous pouvez choisir une vue et définir que cette vue-là, par exemple, la vue où je suis, to-do list, elle n'est pas partageable. Et à partir de ce moment-là, on ne verra pas cette vue-là. Vous avez aussi la possibilité quand vous avez créé une vue, de la locker, c'est-à-dire de faire en sorte qu'une vue soit immuable, c'est-à-dire que vous définissez cette vue-là, tout le monde peut avoir la possibilité de la voir, mais même ceux qui ont les droits de modification ensuite ne pourront pas aller la modifier. Les données s'afficheront toujours de la même manière. Donc, on peut avoir la possibilité de modifier les données sans modifier la structure de la vue. Ça, c'est la première chose. C'est donc l'idée que vous pouvez partager avec différents rôles. Donc, pardon, je n'avais pas fini d'en parler. Lecture only, commentateur, éditeur, créateur. Le commentateur, c'est qu'il peut ajouter des commentaires ici. Et donc dire, par exemple, j'ai terminé, je fais ci, je fais ça, mais ne peut pas les modifier ou changer ou altérer ou supprimer les informations, les données ou les vues, etc. Le créateur peut faire à peu près tout ce que je viens de faire, sauf ce qui a été bloqué par les créateurs. Et les créateurs ont à peu près tous les droits. Et Donc de ça, façon externe, parce qu'en fait, je pense que la question portait ouais. plus sur le formulaire de façon Ah, ok. externe. Est-ce que si, par exemple, monsieur X a rempli un formulaire sur, je sais pas moi, X devis, mais on veut vérifier qu'il a bien rempli le bon format ou que tout marche, Ouais. est-ce qu'on peut faire valider les données qui ont été rentrées de façon externe par un monsieur X ou une madame X avant que ce soit rentré vraiment dans la base de données de façon définitive? Mettre un processus de validation des données. Alors là, le plus simple, ce serait d'avoir une table tampon ou des informations. Alors là, par exemple, je vais vérifier. Alors là, par exemple, donc le nom, hop, je vais le rendre obligatoire. Le mail et le numéro de téléphone, je ne vais pas les rendre obligatoires. Le projet, du coup, je ne veux pas qu'il soit visible puisque les personnes qui vont s'ajouter ne choisissent pas le projet sur lequel ils sont. Submit, c'est du français. Je vais faire envoyer. Tout ça, je peux l'enlever parce que je suis en payant. Merci. Et voilà. Donc ça, ce projet-là, je l'ai terminé. Là, je vais partager le formulaire. Donc une fois que je donne ce lien-là, donc là, en l'occurrence, je vais vous le donner à toutes. Là, normalement, vous avez accès à la page qui va permettre d'ajouter des informations dans cette base. Pour répondre à la question, du coup, enfin, là, si on retourne sur la base, quand des personnes qui sont à l'extérieur pourront rajouter des informations dans cette base. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont ce formulaire de contact, là, si vous vous ajoutez là-dessus, vous ajoutez un alias, vous pouvez mettre n'importe quoi, ça s'ajoutera en temps réel ici. Le plus simple à faire pour avoir un contrôle des informations qui sont ajoutées, c'est d'ajouter un champ, d'ajouter un statut, de lui dire que c'est à vérifier et qu'à chaque fois que quelqu'un ajoute quelque chose, ça va par défaut être à vérifier et ensuite, les personnes extérieures vont avoir poussé leurs informations et vous allez, bonjour Caro, et vous ensuite, vous allez pouvoir ajouter cette visibilité. Enfin, bon, bonjour Halle Berry. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui vont ajouter des informations ici vont apparaître dans la base de données, mais ensuite, vous allez pouvoir vérifier ces informations et ensuite éventuellement les pousser sur une vraie table. Donc, d'avoir par exemple ici, on pourrait avoir une table contact temporaire ou contact vérification. Toutes les informations arrivent là.
Et ensuite, avec un bouton ou un petit processus d'automatisation tel qu'on va les voir ensuite, à partir du moment où vous validez les informations, alors là, elle rentre dans la table réelle. Ça peut être une possibilité. Après, Dans ton dans le exemple, formulaire… par exemple, là, tu vois, dans les exemples que tu as, c'est le numéro de téléphone qui ne s'affiche pas, par exemple, de façon optimale, on va dire. Là, tu vois, on a Ouais, des numéros qui sont différents, etc. carrément. Est-ce que tu pourrais mettre un processus de validation ou comment tu fais? Alors là, déjà, comme malheureusement, pour l'instant, je peux pas, contrairement aux dates, je peux pas changer le format. Moi, j'aurais tendance à avoir déjà un champ de type formule qui ira me traduire ça en format tel que je le souhaiterais. Donc là, en soi, ça veut dire récupérer les chiffres et les ordonner de cette manière-là. Et une fois que ça c'est fait, j'irai les vérifier et je les validerai. Donc là, effectivement, par exemple, donc là, quelqu'un renseigne des informations dans le formulaire de contact, ça arrive ici. Par défaut, moi, j'aurais ajouté un statut avec par défaut à valider ou à vérifier dans une base qui ne serait pas la table contact, mais qui serait dans la table contact temporaire ou contact à valider, par exemple. Une fois que je vois que tout est bien, soit parce que le champ de formule qui est à côté m'a traduit correctement mon information, soit où effectivement il y a un problème, alors à ce moment-là, je change le statut et je pourrais ensuite mettre une automatisation qui dit si je change le statut, alors ça la met dans la bonne table. Mais je pourrais aussi avoir dans la bonne table le fait que tous ceux qui sont à valider soient dans une vue ici. Hop, tac, à valider. Là, ici, par exemple, donc, je mettrais ce qui est exactement l'inverse de la réalité, hein. Mais bon, c'est pas grave. Et là, ici, je filtrerai par statut is à valider. Et à partir de là, j'irai vérifier ces informations. Et là, on va dire dans la vue des contacts de manière générale, là, pour le coup, je vais is not… oups, exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Is not à valider. Et à partir de là, même si j'ai d'autres statuts, là, j'ai uniquement ceux qui sont à valider. Voire même, si j'ai pas envie de le voir, je le cache. Et donc là, j'ai les informations qui ont été validées. Et l'information est correcte. Je le passe à valider. Il disparaît de à valider et il apparaît dans la vraie base, par exemple. Ça pourrait être une option. Mais tu Pour as avoir donné une une espèce idée de… qui a satisfait Marie, du coup. Cool. Ah, c'est Marie qui a posé la question. Voilà. Très bien. Alors après, ça, c'est parce qu'on utilise aussi le formulaire de base d'Airtable. Alors le formulaire de base, même au niveau du mail, il ne va pas forcément aller vérifier l'information. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai un formulaire un peu plus puissant et je vais brancher ce formulaire sur Airtable. Donc Airtable va récupérer les informations, mais il y a un formulaire autre qui va aller récupérer les infos. Mais ça, on en reparlera encore après. Mais donc oui, ça peut être une option. Hop. Je vais enlever le filtre parce que je risque d'avoir besoin de mes projets après. Bonjour patate masquée, excuse-moi, j'ai pas fait le truc. Paf, 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 paf. Donc, les vues, les projets, les groupes, les filtres, les calendriers. Ok. Donc ça, ça va être la visibilisation. Un autre truc qui pourrait être intéressant, et alors là, on va la faire en live, mais je sais que c'est pas extrêmement très visible parce qu'on a peu de sujets, mais ensuite, je partirai dans un template un peu plus coupé que j'ai fait qui montrera différents éléments, mais qui montrera peut-être plus de choses. Mais hop, là, par exemple, on peut faire ça. Tac, 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 tac.
par exemple. Hop. OK. Alors ensuite, donc là pour l'instant on a vu les vues, on a vu les affiches. Ici, donc les vues, je peux les cacher. Je peux définir qui s'en occupe. Un autre truc que je n'ai pas expliqué au niveau de la collaboration pendant que j'ai été dans le sujet, c'était que je peux définir qui a droit à telle ou telle vue à partir du moment où j'ai plus de personnes dans ma base, mais assez récemment, il y a ce truc-là qui est apparu qui s'appelle Manage Fields et je peux définir aussi champ par champ ce qui est éditable ou pas. Donc, par exemple, je veux que personne ne puisse modifier le nom de mes contacts. Par contre, je veux que seulement les créateurs puissent modifier la photo et seulement quelques personnes dans le projet, donc là j'aurai la liste, qui puissent modifier l'attribution des projets. Donc, par exemple, je vais avoir d'un côté les chefs de projet qui vont pouvoir faire ces modifications-là, mais je ne voudrais pas que les responsables d'autres domaines puissent faire ce genre de modifications, même s'ils ne sont pas censés le faire. Ça éviterait qu'ils aient la tentation ou la possibilité de le faire. Bon. Une vue que je n'ai pas montrée, pardon, c'est la vue galerie. La vue galerie, ça ressemble un petit peu plus à un trombinoscope. Donc vous avez, là si j'avais mis les photos, j'aurais les photos ici. Et là pareil, dans la customisation, je peux enlever et ajouter différentes informations. Hop, voilà. Tout à l'heure, on avait parlé des fichiers, des options de lien, ce qu'on appelle les lookups. Donc c'est par exemple si là je décide d'afficher les emails, ce qui peut être pratique. J'ai un champ à côté qui va aller récupérer les mails des différentes personnes qui ont été ajoutées. Et que donc là, si par exemple, j'enlève patate masquée et que je mets Halle Berry, hop, son mail va automatiquement s'ajouter ici, ce qui peut être pratique quand on va arriver dans la partie automatisation, d'avoir les informations qu'il faut. Changer un peu le nom. Quentin, on a une autre question. Ouais, go. Que se Donc, passe-t-il j'arrête si sur autre chose. un collaborateur est supprimé et qu'il avait créé une base? Est-ce que la base est perdue? Tout dépend. Quand on est sur une base, alors quand ça concerne des éléments qu'il y a dans une base, on a ce petit bouton ici qui nous permet soit de revenir en arrière, soit de récupérer une version précédente. Donc là, en l'occurrence, on peut prendre des photos ou regarder des bases entières qui ont été récupérées précédemment. Donc si la base n'est pas détruite, mais que des versions ont été détruites, on peut les récupérer ainsi, seulement si la base n'a pas été détruite. Si la base, par contre, elle-même a été détruite, on peut la récupérer ici dans Trash, dans Poubelle, seulement dans les 30 jours, je crois que c'est les 30 jours après la destruction. Là, en l'occurrence, il m'affiche 7 par rapport à l'affichage, mais il me semble qu'on peut conserver une base 30 jours dans les poubelles. Donc, si une base a été détruite sans faire attention, le plus tôt sera le mieux pour essayer de la récupérer. Et à un moment donné, elle va automatiquement complètement disparaître. Par contre, pour détruire une base, il faut avoir les droits créateurs. Il ne faut pas être simplement éditeur. Seulement très peu de personnes ont ces droits-là en général, quand on est beaucoup à travailler. Donc voilà, il y a une sécurité, mais elle n'est pas définitive. Par contre, pour supprimer une base sans faire exprès, il faut le faire, hein, parce qu'il faut aller quand même valider. Il y a plusieurs fenêtres de sécurité, etc. Mais si jamais c'est le cas, on peut aller les récupérer. Mais même au niveau d'une base, à l'intérieur d'une base, si on fait une fausse manip, pour le coup, ça peut arriver en appuyant sur Et si c'était delete un et cas change. plutôt, tu sais, je veux dire, toi et moi, on est associés. Demain, tu quittes le projet et tu détruis ton compte. Est-ce que moi, je peux le récupérer? Si je détruis mon compte, ça ne détruit pas la base que j'ai créée. S'il y a une Voilà. autre personne qui est dans cette base-là, donc si tous les deux on est associés et que tous les deux on est créateurs et que moi je détruis mon compte, ça ne détruit pas la base à partir du moment où il y a une autre personne qui est dessus. Par contre, si j'étais tout seul, là, ça la détruirait définitivement. Et si par contre je suis vraiment vicelard et que je décide de supprimer la base alors que toi tu es encore dedans, tu devrais pouvoir la récupérer dans ta poubelle à toi et ne pas oublier de me virer si tu vois que je suis capable de faire ce genre de choses. Vire-moi avant de la remettre pour éviter que je la revire.
Les seules personnes qui peuvent, on va dire, dégrader un créateur, c'est un autre créateur. Donc, c'est-à-dire que si on est tous les deux associés, que toi, tu es éditeur et moi, je suis créateur, là, par contre, tu ne pourras pas faire grand-chose. Merci, Si je, Quentin. enfin, si je suis créateur et que je quitte, toi, tu auras toujours la base. Mais par contre, si je supprime la base et que tu n'es pas créateur, tu ne peux pas la récupérer et tu ne peux plus faire grand-chose. Par contre, il y a des possibilités pour exporter régulièrement la base. Donc déjà, on peut faire des snapshots, on peut faire des exports sous forme de CSV, sous forme de fichiers Excel, de PDF aussi éventuellement, et on peut s'envoyer aussi des récapitulatifs hebdomadaires, ce qui fait que tout n'est pas complètement perdu s'il y a un problème. Un truc que ne fait pas Airtable par contre, contrairement à certains autres outils qui peuvent très spécifiquement le faire, c'est d'être hébergé sur un serveur. C'est-à-dire que vous pouvez faire des sauvegardes sur votre serveur, mais Airtable, par défaut, c'est du cloud et ça restera en cloud. Donc, vous ne pouvez pas faire que chez vous. Donc, moi, j'avais des clients qui avaient des données très sensibles puisqu'ils étaient à moitié publics. Et ben, eux, pour le coup, Airtable, ce n'était pas possible parce qu'il n'y a pas moyen de ne pas passer par le cloud au niveau de la protection des données. Et en question de RGPD, du coup, si une personne utilise Airtable, est-ce que les données sont sécurisées? Comment ça se passe? Alors, c'est une question que j'avais posée à Airtable justement par rapport à ce client il y a quelques mois. Et au niveau de la législation européenne et américaine, il faut différencier à la fois le RGPD, qui est donc le règlement général de la protection des données, et le Privacy Shield, qui est l'espèce d'équivalent plus ou moins américain. Airtable est une solution américaine qui a des serveurs aux États-Unis. Donc, c'est pas ultra RGPD friendly parce que eux précisent qu'ils font effectivement tout ce qu'ils peuvent pour la sécurité de la donnée, mais ils ne peuvent pas garantir actuellement, en tout cas, qu'aucune information ne circule par des serveurs en dehors de l'Europe. Et donc, du coup, ils sont en train de se mettre à jour là-dessus, mais dans un cadre stricto sensu, ce n'est pas encore tout à fait réglementaire par rapport à RGPD, puisque RGPD précise que les données ne doivent pas circuler en dehors de l'Union européenne. Or, Airtable a des serveurs en Union européenne, mais pas que. Donc pour l'instant, c'est un peu le flou artistique. Ils sont en train de faire leurs modifications. Et le jour où ils seront complètement compliant, ils le préciseront. Et pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Ce qui est dommage. C'est quand même plus sécurisé. Ok, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir avancer sur les trucs vraiment puissants. Comme les extensions. Les extensions, ce sont, toujours dans la partie data, ce sont des petits trucs des extensions qui vont aller ajouter de la complexité, de l'information, qui vont ajouter, on va dire, un peu comme des plugins sur WordPress, qui vont ajouter de la puissance à votre base. Donc, si j'ajoute spécifiquement pour Airtable, même créé par Airtable, d'avoir des extensions un peu plus poussées avec des partenaires. Alors, tout à l'heure, on parlait de Figma. Là, ici, vous avez Miro, par exemple. Vous avez Renderform, vous avez Typeform, qui est celui que j'utilise. Vous avez d'autres types d'extensions. Vous avez des scripts. C'est-à-dire que quand quelque chose n'est pas encore faisable via Airtable, vous pouvez utiliser un script en JavaScript, soit fait par Airtable, soit fait par d'autres personnes qui vont aller créer des choses que vous ne pouvez pas encore faire vous-même. C'est-à-dire, par exemple, un qu'on utilise quand on veut faire des protos pour des clients, c'est de rendre les valeurs aléatoires pour anonymiser les données. Si par exemple, on a une information, on a une table, on aimerait la montrer, mais on ne peut pas montrer ce qu'il y a dedans, il y a un script qui va faire en sorte que certaines valeurs peuvent être complètement aléatorisées. Vous en avez une qui va aller ajouter une image de Google Maps, une qui va aller valider les emails. Donc, potentiellement, vous en avez un vous pourriez en faire un pour les téléphones, qui va aller valider qu'on correspond bien à le format qu'on aimerait définir. Et si ce n'est pas le cas, alors il y a une alerte et à ce moment-là, ça mettrait à jour le formulaire, etc. Tout ce que vous comptez ou ce que vous pouvez faire, soit quelqu'un l'a fait pour vous, soit vous pouvez vous-même créer une extension à partir de code, donc de JavaScript, de GitHub pour ceux qui font du gros dev et qui ont accès à ce genre de trucs de code, soit à travers des visibilités, on va dire des éléments visuels et graphiques qui existent déjà.
si je retourne dans les parties, on va dire, un peu plus simples, c'est-à-dire juste les extensions by Airtable, pour vous donner un exemple, par exemple, je vais prendre une table pivot. Je vais ajouter cette extension et il va aller, par exemple, prendre les projets. Alors, par défaut, j'imagine qu'il va aller prendre les premières informations, donc le statut de négo et le statut d'avancement. Paf. Et il va regrouper les valeurs et calculer. Donc là, en l'occurrence, j'ai un projet qui est à la fois to do et en ego, un projet qui est en in progress avec le devis envoyé et un projet qui est ici avec des totaux sur le côté. Je pourrais faire ça, mais je pourrais faire dans l'autre sens. Je pourrais avoir non pas un count, mais un champ spécifique. Il faudrait que je choisisse un summary field pour que ce soit le cas, donc avec les noms. Merci, summary type. Ah, alors. On va rester sur les cartes parce que j'ai pas mis de type de spécification. Donc, par exemple, ça, j'ajoute ici et cette petite table est ajoutée à côté dans les extensions et elle est disponible pour les différentes personnes du projet. Je pourrais ajouter des chartes et des petites graphes pour savoir les projets, pour savoir les rentabilités des projets, par exemple. Savoir où en sont les projets, d'avoir le montant en fonction du statut de négo, par exemple. Donc d'avoir le montant en fonction. Non, c'est pas ça. Could you. Voilà, pardon, montant. Non. Décidément, montant que j'ai pu faire ce genre de choses. Alors. C'est une Lego. Donc là, il n'y en a qu'un seul. Count. Voilà. Paf. Alors évidemment, j'avais mis des chiffres assez fantaisistes, mais là, on voit que on pourrait voir où en sont nos répartitions de revenus en fonction du statut des différents projets. Donc évidemment, c'est beaucoup plus intéressant quand on a plusieurs projets. Je vous en montrerai un tout de suite après. Et un dernier qui est très très sympa, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Document et qui vous permet de designer un document. Donc par exemple, il va vous générer un devis, ou il vous générerait une facture, où vous allez mettre dans projet, je vais mettre un A4 en portrait, et là, je peux ajouter le nom du projet, la deadline. Je vais pouvoir aller ajouter le montant dans une grille avec écrit total, une petite table, etc. Je pourrais ajouter mon logo, je pourrais ajouter le mail des référents dans la partie contact. Je pourrais ici, comme ça, générer un document. Et ce document-là, ensuite, pourrait être automatiquement envoyé. Donc, par exemple, une fois que j'ai renseigné toutes mes informations, bah, à ce moment-là, ça va me générer un devis ou ça me générerait une facture. Dans la partie pro, moi, j'ai 4 extensions par base. Mais tous ces détails-là, on les verra ensuite. Donc, dans la partie pricing à la fin. Mais donc, ces extensions vont permettre d'ajouter un petit peps à tout ça. Je vais aussi vous parler maintenant des automatisations. Et pour ça, je vais encore créer une table. Je fais que ça pour vous montrer un truc assez sympa. Ça va être un rendez-vous visio client, par exemple. Et donc, dans cette table-là, je vais avoir besoin du sujet, je vais avoir besoin d'un horaire. Hop.
petites habitudes. Et hop, par exemple, oui, 1 heure et minute. Ça, on pourra changer après. Donc ça va, je vais en profiter pour calculer l'horaire de fin. Hop. Et donc ça me permet de montrer un champ qui est très connu de toutes celles qui ont utilisé Excel, c'est le champ formule. Et donc à ce moment-là, je peux faire un date add et je vais ajouter, je vais prendre horaire, si j'arrive à écrire correctement. Je vais lui ajouter durée. Et durée, ce sont des heures. Off. Il y a mettre des erreurs, évidemment. Hop. Tac. Et là, je vais mettre 1 heure. Non. Oui, du coup, c'est des minutes, donc 60 minutes pour faire 1 heure. Là, je vais ajouter 120 minutes pour avoir 2 heures. Et là, je vais ajouter 120 pour avoir 2 heures. 1 heure et demie. Ça va me calculer automatiquement mes heures de fin. Puisque ça, c'est un champ date, je peux maintenant le formater pour que ce soit un peu plus propre. Paf, 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 paf. Et je vais aller ajouter un lien vers mes contacts en mettant plusieurs. Hop. Et je veux le mail, ça va être pratique. Et là, j'anticipe un petit peu un besoin parce que je sais ce que je vais faire, mais je vais mettre un Maybe Meet. Là, et ce champ, ça va être un petit texte, pas de problème. Que je vais cacher parce que j'en ai pas vraiment besoin. J'ai oublié un champ, ça va être le. Et puis il va me servir de déclencheur. Alors, je crois qu'il y a une petite erreur sur ton horaire de fin, ta formule d'horaire de fin. Ah, mince, merci. Euh... Alors, 14 avril. Ouh, ah oui, effectivement. Ah oui, d'accord. Alors, où est-ce que j'ai durée? Ah ouais. Peut-être ça. Horaire, il apparaît pas comme durée, il n'a pas la petite accolade, je sais pas si ça joue. Pardon? L'horaire n'a pas la petite accolade comme la durée, je sais pas ce que ça signifie. Est-ce que tu as... Ah, non, ça devrait pas jouer. Mais oh. Bon, tant pis. On va juste partir du principe que tous les trucs font 1 heure. Voilà. C'est plus logique, mais bon. Hop là. Hop. Donc, Ça n'a pas incrémenté non plus. Hein. tac, 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 tac. Hop. Par exemple, Caro, Aliberry et patate masquée. Ça n'a pas incrémenté non plus. Effectivement. Donc, c'est bien toute la formule qui galère là. 1 week. Ah ouais, alors, pourtant, elle n'est pas super compliquée cette formule. Alors, on va essayer la théorie.
Sinon, tu as la formule de Marie, tu fais +1. Hein? Sinon, Marie dit, est-ce que tu mets +1? Ah! Ouais, je vois. Toc. Non. Bon, on va faire autre chose. Horaire de fin. Moche, ce que je viens de faire, je sais. Hop. Hop. Voilà. Pas le temps de voir ce qui se passe, mais effectivement, c'est problématique. Hop, donc là, par exemple, on va faire une rencontre, on pourrait faire un point de suivi, et puis après, on pourrait faire encore une rencontre, par exemple. Bon. Exemple. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse avec ça? Donc là, maintenant, j'ai déjà plusieurs événements, j'ai plusieurs choses, plusieurs tables, plusieurs informations qui sont affichées, qui sont visibles. Je peux aussi les mettre en calendrier. Hop. Par exemple, avec set and field, tac, et donc comme ça, là, hop, j'ai une durée, bon, bah, très bien. Et bien ensuite, je vais passer aux automatisations. Les automatisations, c'est quelque chose de très très bien, très très efficace, très très pratique, qui vont nous permettre de faire quelque chose quand il se passe quelque chose. Okay, donc là, par exemple, je vais faire une automatisation très simple, je vais faire un récap, par exemple. Et donc dans ce récap, je vais dire que toutes les semaines, donc toutes les semaines, le lundi à 9h, en commençant le lundi 21. Hop là. Eh bien, je veux recevoir un mail hebdo à moi. Là, pour le coup, je peux le mettre en dur. Sur le sujet récap hebdo projet urgent à faire, par exemple. Et de là, je vais lui demander d'aller ajouter l'ensemble des projets qui correspondent à ce que je cherche. Et après, je peux envoyer le mail. Avant d'envoyer le mail, il faut que je les trouve, ces mails, ces champs-là. Donc, j'ai un find record. La musique. Bien. Hop. Dans la table projet, je vais aller dans une vue, puisque j'ai déjà fait une vue tout court. Alors, je pourrais lui dire, je veux des conditions et refaire exactement les mêmes conditions. Là, en l'occurrence, j'ai déjà une vue qui est prête, donc ouf. Et je vais aller récupérer la vue en question. Là, en l'occurrence, j'ai un seul projet. Bon. Et dans le mail, je vais lui dire d'aller récupérer ces projets sous forme d'une grille avec le nom, le statut, l'avancement, la deadline et le montant. Le reste, la priorité, peut-être. Non, pas la priorité, tiens. Si, la priorité. Non, bah non, parce que j'ai déjà trié les priorités, donc il n'y a pas trop besoin. Je vais dire OK. Et là, en l'occurrence, si on était déjà à ce jour-là, je recevrai un mail avec ça. C'est-à-dire, je recevrai un mail avec les conditions que je lui ai données en fonction de ça. Et ça, à partir du moment où je le mets en on, c'est automatique. Je le recevrai sans aucun souci, pas de problème. Et donc, à partir de là, ça marche tout seul. Et toutes les semaines, j'ai mon petit récap de mes projets qui sont mes projets rouges ou mes projets compliqués. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, c'était la question de Marie, on pourrait aussi faire quelque chose d'avoir un récap de tous les contacts à valider, où à chaque fois qu'on a un contact qui est arrivé, donc par exemple, on a un formulaire contact qui est arrivé, hop, alors j'ai une notification sur Slack, par exemple, où je créerai un message dans Teams.
où j'ajouterai une information dans Jira, où j'enverrai quelque On a chose, la etc. question, est-ce que tu peux le faire avec Sendinblue, par exemple? Alors, je pourrais le faire avec Sendinblue, mais je ne pourrais pas le faire en natif. Donc, je serai obligé de passer par un autre outil d'automatisation pour le faire sur Sendinblue, puisque pour l'instant, il n'est pas en natif. Par contre, on peut leur donner des requests. J'en ai déjà fait une ou deux qui, pour l'instant, n'est pas ajoutée. L'avantage, alors ça, j'en parlerai après, mais il y a une très belle API et on peut utiliser pas mal d'autres outils pour faire des échanges d'informations. C'est aussi ce qui fait qu'Airtable est assez pratique pour faire ce genre de choses. Mais si par exemple… Ça veut dire quoi, API? Est-ce que ça veut dire qu'il faut coder? Oui et non. Ça veut dire qu'on peut coder si on veut. Une API, c'est une interface de programmation et d'échange. C'est une interface qui permet de récupérer les informations. Donc, Airtable a une API en interne. Donc là, par exemple, c'était ici, paf, donc Airtable API. Je peux récupérer l'API d'une base en particulier et je peux ensuite utiliser du code pour aller chercher ces informations-là. Donc là, nous, en l'occurrence, base upskilling, ici. Je peux le faire en dev. Donc là, je vous montre tout de suite le truc qui fait peur, le dev, mais en l'occurrence, on peut le faire aussi sur pas mal d'autres trucs. Donc là, hop, on peut le faire ici. Ce qui est très bien, c'est qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il nous explique. Donc là, on veut faire de l'authentification et on veut aller chercher une information, on veut aller chercher un code. Bah, le code est déjà écrit. Donc ça, pour le coup, c'est assez pratique. Mais je pourrais moi-même passer par un truc de développement, donc un truc un peu plus puissant comme ça, par exemple, qui s'appelle Postman, et d'aller chercher, hop, projet, et non, parce que j'ai fait quoi? Je me suis bourré de… Oups. J'en profite parce que j'ai vu que J'ai tu perdu la utilises liste. Zapier. Zapier, c'est une autre, Oui, c'est cet autre logiciel qui permet de faire des automatisations. C'est pas totalement l'objet de la séance aujourd'hui, mais le 23 oui. janvier, on a un autre webinaire qui sera vraiment dédié aux automatisations. Donc, ça fait peut-être un peu loin, mais d'ici 2 mois, on fera un autre webinaire sur le sujet. Effectivement. Donc quand on a alors l'API de Airtable permet d'aller récupérer du code pour aller chercher les informations, mais nous permet aussi de nous brancher à des outils comme Airtable, comme Zapier ou comme Integromat pour aller directement faire des automatisations. Donc à ce moment-là, là moi par exemple, j'ai une automatisation qui va aller me chercher les informations que des potentiels prospects me donnent quand ils veulent prendre rendez-vous avec moi. Donc, c'est un outil qui s'appelle Calendly. Les gens prennent rendez-vous avec moi à travers Calendly. Ça ressemble à ça. Et à partir du moment où ils prennent rendez-vous avec moi, ils mettent leur numéro. Pour l'instant, on n'aura que Facebook. On n'aura que Facebook. Et donc, à partir de là, c'est important, si on veut continuer à faire des automatisations plus poussées avec des intégrations qui ne sont pas encore prévues dans Airtable, c'est de passer par des outils comme Integromat ou Zapier. Et là aussi, bah, comme le disait Giovanna, je vous encourage à aller à l'atelier sur ces possibilités-là. C'est-à-dire que là, déjà, avec Airtable et par exemple, par exemple Zapier sur ce qu'on vient de dire sur l'enregistrement des retours clients, je pourrais avoir dans ma base, dans mes data, un formulaire de contact pour que les gens puissent prendre contact avec moi. Ils s'ajouteront directement ici et rajouter des informations sur leur projet. La possibilité pour moi de créer un projet, d'arriver en rendez-vous avec eux. Ensuite, quand par exemple je passe le statut d'avancement en négociation, alors ça va aller avec l'extension document me générer un devis. Par exemple, ce devis, je peux automatiquement l'envoyer par mail. Et une fois que ce devis est envoyé, alors bah, je passe à devis envoyé. Si ensuite je travaille, on fait le projet ensemble et je passe sur un statut par exemple de facturation, alors à ce moment-là, ça va me générer une facture et ça va envoyer une facture. Après, sur Zapier ou sur d'autres trucs, on peut faire par exemple pas de retour ou pas de réponse
on peut faire une relance. Automatiquement, quand on passe sur, par exemple, paiement accepté, on peut envoyer un retour client. Si la personne répond, alors on la remercie. Si elle n'est pas contente, alors on va vérifier ce qu'il y a. Si jamais elle est contente, on publie ce retour sur son site internet. Tout ça, ce sont des outils qui gagnent énormément de temps. Et là, pareil, dans le rendez-vous visio, donc ça, du coup, je pense que je ne vais pas avoir le temps de vous le montrer, mais là, en gros, avec une automatisation de tout qui me permettrait, donc là, une automatisation sur quand un record, par exemple, est en statut à envoyer, alors ça me créerait un Google Calendar sur mon Google Calendar qui commence à l'heure que à l'heure à laquelle je souhaite, qui va se terminer à horaire de fin qu'on a si difficilement obtenu. Le titre, ce serait le nom. Hop, avec le contact, par exemple. Et puis ensuite, là, dans les descriptions, on pourrait mettre les notes, on pourrait mettre des éventuels documents qui sont mis en attente. La localisation, attendees, on pourrait mettre avec. En l'occurrence, il ne faut pas mettre avec, il faut mettre mail pour que la personne reçoive un mail. Si je clique à côté, ça ne va pas le faire. La valeur, hop. Et à ce moment-là, la personne recevra un mail avec le titre sujet avec cette personne, horaire de début, horaire de fin, plus un lien de visio. Mettre un lien de visio. Qu'en l'occurrence, ce n'est pas ici. Ce sera sur mon calendrier personnel. Et à partir de là, du coup, là, je vais être en visio et je vais être sur Google Meet, par exemple. Et à partir de là, du coup, à chaque fois que je vais rajouter ces informations, ça va créer automatiquement un événement. Ensuite, je peux aller récupérer cet ID et faire des modifications sur l'événement. Par exemple, au moins, tout le monde reçoit une invitation pour un événement et tout ce que j'ai eu besoin de faire, c'est dans Airtable, ajouter moi-même cet événement que je peux ajouter à la main ou ajouter avec un formulaire, par exemple. Donc là, on a parlé des retours clients, on a parlé de pas mal de choses. Tout ça, ce sont pas mal de possibilités qui sont possibles avec l'automatisation. Je vais profiter juste de quelques minutes qui restent pour vous montrer une base un peu plus fournie, pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Une fois que c'est un peu plus fourni, donc là, par exemple, les projets de statut de négo, où on a différents projets qui sont affichés, avec une formule qui dit attention au niveau de l'arrivée de la deadline, les différents niveaux de prise de négociation, l'état d'avancement, où est-ce que j'ai récupéré ce projet, le type de mission, le montant. Là, c'est en somme, mais je peux faire une moyenne. Ça, c'est quelque chose qui se fait automatiquement quand je groupe et que j'ai un montant en argent ou un chiffre. Le devis, la facture avec les documents que je peux mettre en avant, la priorité, les éventuels retours clients s'il y en a ici. Hop, les projets urgents, j'ai perdu la connexion, mais elle va revenir. Le calendrier, la to-do list. Les contacts et la prise de rendez-vous, tout ça c'est en place aussi. Je vais fermer ça pour essayer de gagner un petit peu de temps. En tout cas, rassure-toi, on t'entend très bien pour l'instant, Quentin. Alors, les contacts. Cool, très bien. Les statuts d'avancement, je pourrais avoir des tâches rattachées à des projets, les rendez-vous visio, les retours clients. Donc ça, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure sur ces petits exemples que j'ai essayé de faire avec les retours, les réponses, et des automatisations que je peux ensuite classer avec section ici pour avoir. Donc là, si le retour client est inférieur à 2, alors j'ai un mail, attention, il y a le client qui n'est pas content. Hop. Voilà. Tout à l'heure, les extensions, je vais vous les montrer à travers cette base-là, qui est une base template qui est disponible gratuitement et j'ai même pas changé, tout est de base. Ça, c'est un template disponible qui a ce nom d'ailleurs, Sales CRM. Et donc là, on voit, donc c'est un ensemble de qualifications. Donc des qualifications, c'est des possibilités commerciales avec les statuts, les priorités, les différentes personnes. Donc là, en l'occurrence, évidemment, ce ne sont plus des vraies personnes, mais c'est à ça que ça pourrait ressembler si on a différentes personnes
qui travaillent sur ce projet. Et dans les extensions, ici, une extension de texte qui explique comment ça fonctionne, des valeurs avec des charts qui expliquent un peu où en sont certaines informations. Ces documents-là sont évidemment exportables si on veut les mettre dans une présentation ou les montrer à des personnes plus haut dans la hiérarchie. Et enfin, ici, des tables récapitulatives, par exemple. Là, c'est un bout de code spécifique qui va aller vérifier, les contacts pour voir si tout est bien. Et là, c'est un sales gong. Dès qu'il y a une nouvelle opportunité, il y a une petite, quelques petits confettis qui se disent attention, on a réussi à faire quelque chose de bien. Là, je vais très vite pour vous montrer la dernière chose qui sont les interfaces. L'interface, c'est une manière d'organiser les informations et qui est visible de l'extérieur. C'est-à-dire que cette interface-là, ça peut être pour, par exemple, dans une organisation assez vaste, où on a des personnes qui ne sont pas intéressées par voir la base de données ou les vues, qui veulent simplement voir quelque chose comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on peut donner accès à des personnes qui n'ont pas accès à la base et qui va permettre, par exemple, d'en savoir un peu plus sur tel projet ou telle opportunité. Et à ce moment-là, ça va me mettre à jour ce truc-là. Là, j'ai les différents contacts qui sont dans la. Donc là, j'ai un bloc indépendant sur les opportunités. Donc là, à chaque fois, les informations qui sont ici vont évoluer avec la liste du contact principal, par exemple. Et là, dans opportunité 2, j'ai un filtre de honneur. Et donc, je vais définir, par exemple, les projets de Casé Parquet. Et là, je vois l'ensemble des projets de Casé Parquet avec différents éléments. Tout ça, ça ressemble fortement aux extensions, sauf que c'est à l'extérieur de la base et que là aussi, vous pouvez le partager avec différents niveaux à telle ou telle personne. Vous pouvez définir si les champs sont modifiables ou pas, si les filtres sont là ou pas. Et donc là, typiquement, pour certains clients d'une certaine taille, vous avez d'un côté l'équipe qui va travailler sur la base et de l'autre côté, vous avez par exemple le management qui veut savoir un peu où on en est, comment ça fonctionne. Et eux, ils ont accès à cette chose-là de manière immédiate quand ils veulent, en plus d'avoir éventuellement un récap qui tombe dans le bureau du responsable ou du chef. Voilà. Ça, ce sont les interfaces, quelque chose d'assez récent, mais qui de plus en plus est poussé. Donc, par exemple, le fait qu'on peut partager les rôles, c'est assez récent. Et tout à l'heure, quand on était sur Airtable carrément, et ça c'est la dernière chose avant les questions, vous avez ici Template, Marketplace et Universe. Template, ce sont un grand nombre de bases déjà existantes qui vous permettront de voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc, créer un événement, du contenu de publication, suivi de projet qui ressemble un petit peu à ce qu'on a fait, bug, tracker de bugs, etc. Tout ça, ce sont des bases qui ont été faites par Airtable qui peuvent être un peu simplistes, mais qui sont très très bien, au moins pour comprendre le principe. Marketplace, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la possibilité d'avoir donc les extensions, toutes les extensions, les scripts, et de créer son script ou de créer son extension. Donc c'est simplement la liste qu'il y a à l'intérieur de la base, mais qu'on retrouve aussi à l'extérieur. Et enfin, un univers que je vous recommande, c'est des bases qui ont été mises en place par des utilisateurs et non pas juste par Internet, par Airtable, et qui vont vous permettre d'avoir des exemples un peu plus poussés sur des sujets un petit peu plus spécifiques et qui ont été créés. Donc, il y a tant de personnes, tant d'années par tant de personnes, par telle personne. Et toutes ces bases-là sont récupérables, duplicables, modifiables, changeables, adaptables, etc., etc. Donc, d'un côté, template, ce sont des applications un peu génériques de Airtable, et Universe, qui est un peu plus fourni, qui correspond à l'ensemble des bases qui ont été proposées par les utilisateurs et les utilisatrices d'Airtable au fil des années. Je vous passe le pricing qui est ici. Dans la table pricing, vous avez le forfait gratuit avec autant de bases que vous voulez, jusqu'à 5 créateurs et 1200 records par base. Et à partir du payant, c'est à partir du pro, pardon, du plus et pro sont les forfaits payants que vous payez par personne et par mois, et qui vous permettent de dépasser un petit peu ces limites. Et vous avez un tableau ensuite qui vous récapitule un petit peu le tout. Voilà, j'ai été très vite sur la fin pour pouvoir vous libérer quand même un petit peu, prendre des questions et quand même vous libérer à 14h comme prévu. Désolé de tous les problèmes techniques qu'il y a pu avoir. Je reste disponible donc là si vous avez des questions par rapport à tout ça ou par rapport à quoi que ce soit d'autre sur le sujet d'Airtable, n'hésitez pas.
Mais, on attend. S'il y a des questions, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant mieux aussi. On peut travailler les deux. Donc, tu nous as dit que tu pourrais nous partager tes slides, Quentin, c'est ça? Oui, je pourrais vous partager les slides. Je pourrais vous partager aussi les liens des templates que j'ai utilisés. Là, juste le CLCRM, par exemple, je pourrais vous envoyer le lien de cette base-là si vous le souhaitez. Je pourrais aussi éventuellement vous envoyer la base exemple que j'ai faite, mais enfin celle qui est terminée avec plus d'exemples, mais ça peut être aussi une possibilité. Je vous enverrai rien sur du coup Zapier et Integromat s'il y a un atelier qui arrive. 23 juillet, c'est ça? 23 janvier. Pas l'année Ok, prochaine bah, quand ça même. va, c'est à côté. C'est dans 2 mois, ouais. Donc, ça, c'est noté. En tout cas, vous aurez donc accès aussi à ce replay sur la chaîne YouTube. S'il n'y a pas de questions, ben, on va conclure. Quentin, je te laisse peut-être faire la conclusion de ton atelier et je vais prendre quelques secondes pour après donner les prochains rendez-vous. D'accord, très bien. Eh bien, à travers cet atelier quelque part un peu mouvementé avec les soucis techno qui m'ont fait perdre un petit peu de temps et mes explications un peu en longueur, vous me remarquez un certain enthousiasme sur cet outil. Mais l'idée, c'est que vous avez à la fois quelque chose qui peut rassembler la puissance de la data avec Excel et enfin du tableur d'Excel et d'une base de données, et en même temps avoir une grande polyvalence comme il est de mise dans les outils no code. Et donc vous avez quelque chose de relativement puissant, un outil qui vous permet donc de répondre à différents besoins à travers la structuration de la donnée, l'utilisation de cette donnée. Vous avez la possibilité de la structurer, de la voir, de la partager, de la travailler, de l'exploiter, de faire des automatisations. Vous avez un grand nombre de possibilités qui sont faisables avec cet outil. J'espère vous avoir donné envie d'en savoir un petit peu plus. Et donc, n'oubliez pas les ressources que je vous ai visualisées, mais que j'enverrai du coup à Giovanna pour la suite. Je vois non, pas de questions toujours. Très bien. Donc voilà. Effectivement, au niveau de la conclusion, un petit peu brouillonne là aussi, mais bon. Donc un outil très puissant et très, très capable qui devrait pouvoir aider pas mal de personnes et en tout cas de faire gagner beaucoup de temps. Ça, c'est l'expérience que j'en ai. C'est que c'est un outil qui peut vous faire gagner beaucoup de temps en centralisant un petit peu toutes vos informations, en vous permettant de travailler efficacement avec, que vous soyez seul ou en entreprise ou en équipe. Merci beaucoup, Quentin. Voilà. Donc, c'était un plaisir d'avoir cet atelier upskilling avec toi. Comme habituellement, donc, nous avons un webinaire par mois qui est disponible sur notre chaîne Eventbrite. Les prochains vont inclure des questions sur le financement, donc comment le financement peut jouer dans la réussite d'un projet entrepreneurial. On a un autre sur donc, les automatisations qui arrivera en janvier. On en a un aussi sur la qualité de vie au travail. Donc, un petit moment de façon à pouvoir se relaxer et avoir des techniques pour être un peu moins stressé. Donc, pas mal de choses qui arrivent et que je vous invite à regarder sur notre page Eventbrite. Vous retrouverez aussi les replays sur YouTube très prochainement, aussi rapidement que possible. Merci en tout cas d'avoir suivi cet atelier et à très vite. Au revoir à tous et à toutes.